Bonjour, Laurence Olivier, journaliste au magazine 60 millions de consommateurs. Bienvenue sur notre Facebook Live du jour consacré à l'épargne salariale. Avec nous, pour bien comprendre le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Stragier de l'Autorité des marchés financiers. Bonjour Pauline. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors, je vous rappelle le principe de notre live. Vous nous posez vos questions et nous vous répondons bien sûr. Alors, Pauline, en préambule, première question pour vous. De quoi parle-t-on lorsque l'on dit épargne salariale? Car il y a à peu près 11 millions de salariés qui bénéficient du dispositif, mais paradoxalement, il semble encore assez méconnu. Effectivement, Laurence, il y a beaucoup de salariés en France qui bénéficient d'un plan d'épargne salariale. En gros, c'est une épargne qu'on se constitue avec l'aide de son entreprise. Mais selon nos études, les salariés sont plutôt satisfaits de ces plans, mais ont quand même du mal à comprendre comment ils fonctionnent. Pourtant, Pauline, je crois que ça représente quand même des montants assez importants. Oui, ça représente effectivement des sommes qui sont assez importantes. En moyenne, un salarié détient 14 000 euros sur son plan d'épargne entreprise et 7 000 euros sur son plan d'épargne retraite. Donc c'est vraiment des sommes qui sont importantes. Ça mérite qu'on s'y intéresse. D'où votre présence avec nous aujourd'hui. Alors justement, Pauline, de quoi s'agit-il? Alors l'épargne salariale, c'est une épargne donc on se constitue avec l'aide de son employeur qui va verser différents types de primes qu'on peut placer sur un plan d'épargne entreprise, un PEE, ou sur un plan d'épargne retraite, un PER, qui peut être collectif. Elle est ensuite gérée par un établissement financier et l'employeur, évidemment, n'a pas accès à votre épargne salariale. D'accord. Alors concrètement, qui y a droit? Dans une entreprise qui propose un plan d'épargne entreprise, tous les salariés y ont droit, peu importe la nature de leur contrat ou leur statut. Pour le plan d'épargne retraite, c'est la même chose, sauf qu'il peut y avoir une condition maximum d'ancienneté de 3 mois. D'accord. Alors comment savoir si moi, en tant que salarié, au sein de mon entreprise, je bénéficie d'un dispositif? À qui puis-je m'adresser, Pauline? Alors Laurence, si votre employeur propose un plan d'épargne salariale, a priori, il vous en aura probablement parlé au moment de votre entretien d'embauche. C'est un vrai argument pour recruter des collaborateurs parce que ça vient en complément du salaire et des primes individuelles. Ensuite, dans les entreprises, les services des ressources humaines souvent communiquent sur le sujet, de même que les représentants du personnel s'il y en a. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, rentrer un peu plus dans le détail? Vous nous avez dit PEE, PER, comment ça fonctionne? Alors, je pense qu'on va vous afficher un schéma à l'écran. Il y a effectivement ce qu'on appelle des enveloppes, le PEE pour les projets de moyen ou long terme et le PER pour la retraite. Et dans ces enveloppes, on va pouvoir placer différentes sommes d'argent qui viennent notamment de l'employeur. Il y a d'abord la prime d'intéressement qui en fait correspond à une prime collective qu'on perçoit si on a atteint des objectifs que l'entreprise s'est fixés. Il y a la participation qui, elle, est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui correspond à la redistribution d'une part des bénéfices réalisés par l'entreprise. Il y a la prime de partage de la valeur qui est toute neuve et qui remplace ce qu'on appelait la prime Macron. À côté de ça, le salarié peut faire des versements volontaires sur son plan d'épargne salariale. Et il y a un dernier dispositif qui s'appelle l'abondement, qui est une sorte de coup de pouce proposé par certaines entreprises. Dès lors que le salarié verse de l'argent sur le plan d'épargne salariale, eh bien l'entreprise en verse aussi de son côté. C'est une sorte de bonus. Exactement, un super bonus. Alors pourquoi on est réunis aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on vous parle d'épargne salariale? Il n'y a pas de hasard, hein. C'est parce que c'est la haute saison. Et oui, le printemps, c'est le rendez-vous annuel de l'épargne salariale parce que dans quelques jours, dans quelques semaines, les 11 millions de salariés qui bénéficient des dispositifs vont recevoir dans leur boîte aux lettres ou dans leur boîte mail un document, je crois qu'il s'appelle le bulletin d'option, et qui va leur indiquer le montant de l'intéressement ou de la participation qu'ils vont percevoir, qui 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 5000 euros et plus pour les plus chanceux, pourquoi pas. Et donc, ce document, il va leur indiquer les choix à faire. Alors concrètement, ça fonctionne comment, Pauline? Alors effectivement, les salariés vont recevoir dans quelques semaines ce qu'on appelle un bulletin d'option.
Et donc l'AMF et des partenaires ont créé la semaine de l'épargne salariale pour justement transmettre de l'information aux salariés pour les aider à mieux comprendre comment fonctionne l'épargne salariale et du coup faire les bons choix dans ce bulletin d'options qui est le document qui permet de choisir si on veut toucher ou percevoir les primes proposées par l'employeur. D'accord. Donc justement, c'est les choix, c'est soit on perçoit, soit on place. C'est ça? Exactement. Et en fonction du choix qu'on fait, il y a différentes conséquences. Si on choisit de percevoir son épargne salariale, ses primes d'intéressement ou de participation, elles vont du coup être imposables sur le revenu, alors que si on choisit de les placer dans un plan d'épargne salariale, elles ne sont pas imposables sur le revenu. Elles peuvent déclencher le versement d'un abondement si l'employeur le propose. Bonus. Et on peut évidemment choisir de mixer un petit peu les deux options. D'accord. On garde un peu et on place un peu. Voilà. Ok. Combien de temps on reçoit ces documents? On a combien de temps pour se décider? Vous avez 15 jours à partir du moment où vous recevez l'information. Ouais, c'est très court, Pauline. C'est très court, effectivement. Hein, si je suis en vacances, si je ne vois pas passer le mail. Il faut surveiller vos emails autour de cette période parce qu'en fait, une fois que les 15 jours sont passés, si vous n'avez pas fait part de votre choix à l'établissement financier, en fonction des primes, elles vont être placées d'office sur le PE et ou sur le PER, sauf la prime de partage de la valeur qui, elle, va être versée avec votre salaire. D'accord. Et est-ce qu'on peut changer d'avis, justement? Il y a des possibilités ensuite? Alors souvent, pour faire vos choix, vous allez vous connecter sur votre espace personnel sur le site de l'établissement financier. Et du coup, pendant le délai des 15 jours, vous pouvez prendre une décision, revenir dessus, etc. Par contre, une fois que les 15 jours sont passés, c'est fini. Les primes sont placées par défaut en fonction de la nature des primes. Il y a juste une exception, c'est pour l'argent qui serait placé par défaut sur le plan d'épargne retraite. Comme il est en principe bloqué jusqu'à la retraite, ça a quand même des conséquences importantes. Et là, vous disposez d'un délai de rétractation d'1 mois. Mais concrètement, puisque c'est de l'argent que je peux empocher, quel est l'intérêt pour moi de le placer, Pauline? Il y a plusieurs intérêts à placer vos primes. J'en ai parlé juste avant. Le premier intérêt, c'est que du coup, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu. Elles peuvent déclencher le versement de l'abondement, du bonus de l'abondement par l'employeur, effectivement. Si vous les investissez dans un plan d'épargne salariale, les frais seront pris en charge par l'entreprise, c'est toujours intéressant, et vous allez avoir accès à différents placements financiers qui peuvent du coup vous offrir un certain potentiel de rendement. D'accord. Il y a une question quand même, en général, on se dit si j'investis, c'est bloqué, je suis coincé et jusqu'à la retraite, je ne peux pas sortir mon argent, c'est ça? Alors, c'est pas pareil selon qu'on est sur un plan d'épargne entreprise ou un plan d'épargne retraite. Et effectivement, pour le plan d'épargne retraite, l'argent est par principe bloqué jusqu'à la retraite, alors que pour un plan d'épargne entreprise, il est bloqué pendant 5 ans. Donc là, on est plutôt sur des projets à moyen ou long terme. Mais dans les deux cas, il existe des cas de déblocage anticipé. D'accord. Donc, vous nous dites qu'il existe un certain nombre de cas dans lesquels on peut récupérer son argent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux? Absolument. Alors, ils sont différents entre le PE et le PER. Il y a quelques cas en commun, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous allez pouvoir débloquer par anticipation votre argent pour des événements de la vie personnelle, pour l'acquisition de votre résidence principale, pour financer un mariage ou un PACS, pour accueillir un 3e ou un 4e enfant. Ça peut aussi permettre de financer des événements de la vie professionnelle, comme la création d'entreprise, par exemple. Et puis, ça peut permettre aussi de faire face à des accidents de la vie, dans des cas d'invalidité, de surendettement ou de violence conjugale, par exemple. D'accord. Donc, c'est quand même une opportunité de débloquer son argent et il y a peut-être des modalités un peu particulières à prévoir? Alors, certains cas de déblocage anticipé doivent être demandés dans un délai de 6 mois. Donc il faut vraiment faire attention à ce délai. Et en fait, on ne peut débloquer que l'argent qui est présent sur le plan avant l'événement qui déclenche le cas de déblocage anticipé. Donc si vous avez un projet à réaliser, déjà avant de lancer vos démarches, vérifiez déjà que votre cas est éligible à un cas de déblocage anticipé et combien d'argent pourrait être débloqué pour financer ce projet.
Alors, si on revient sur le fameux bulletin d'options que vont recevoir les 11 millions de salariés concernés, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui contient? Parce que je crois qu'il va nous poser des questions, nous demander de sélectionner des placements qu'on appelle des fonds. Ouais, effectivement, Laurence, le bulletin d'options, il permet de dire si on veut toucher ou placer ses primes. Et si on veut les placer, eh ben, il va falloir choisir différents fonds, donc différents placements financiers. C'est là que ça peut devenir un peu plus compliqué parce qu'on n'est pas tous des experts en matière de finance, mais il y a toujours une gamme de fonds plus ou moins large avec des fonds plus ou moins risqués et donc avec un potentiel de rendement plus ou moins élevé. D'accord. Et justement, sur quels critères se baser pour choisir plutôt un placement qu'un autre? Alors, il faut se poser des questions qui sont très personnelles et dont les réponses d'un salarié à un autre vont être très différentes, et notamment la question de ses objectifs, de ses projets et de la durée qu'on se donne pour les réaliser et donc de la durée pendant laquelle on va placer son argent. Si vous avez un projet à moyen terme, dans 5 ans, 10 ans, si vous voulez financer les études de vos enfants avec votre épargne salariale, vous allez plutôt choisir le PEE que le PER, puisque ce n'est pas un cas de déblocage anticipé du PER. Par contre, si vous avez un projet à long terme, même un projet de retraite d'ailleurs, pour le projet de retraite, vous allez choisir le PER, évidemment. Et si vous êtes de nature un peu prudente, vous allez choisir des fonds moins risqués. D'accord. Justement, parce que là, on a dit il faut regarder son objectif, sa durée, mais il y a quand même justement ce qu'on appelle le profil de risque. Je veux avoir une garantie, ne pas perdre mon capital, ou je suis plutôt à la recherche de performance. Donc ça, c'est aussi un critère important à prendre en considération. C'est un critère essentiel, effectivement, parce que l'épargne salariale est investie sur les marchés financiers. Ouais. Donc, elle va fluctuer tous les jours en fonction des placements que vous aurez choisis. Elle va plus ou moins fluctuer. Elle va moins fluctuer sur les placements moins risqués, mais qui rapportent, qui font moins de plus-value. Et inversement, sur les placements plus risqués, ça fluctue plus. Mais avec le temps, l'investissement lisse en fait l'effet de ces fluctuations et donc la prise de risque. Donc si vous êtes de nature plutôt prudente mais que vous êtes en train de préparer un projet pour dans 10 ans, dans 15 ans ou pour votre retraite, vous pouvez quand même vous poser la question de choisir des placements un peu plus risqués pour avoir un meilleur rendement. Quand même, ce qu'on comprend, Pauline, c'est que ce n'est pas si simple de se décider, de choisir le placement pour son épargne salariale. Alors dans ce cas-là, qui peut aider le salarié à prendre ce type de décision et à choisir les bons placements? Effectivement, c'est pas simple, et d'autant plus que le salarié est seul face à ses choix. Il n'y a pas de conseiller pour nous guider, comme si on allait dans sa banque choisir des placements pour une assurance vie, par exemple. Du coup, il faut bien se renseigner, et en général, les sites des établissements qui gèrent vos plans d'épargne salariale sont plutôt bien fournis en termes de renseignements. D'abord sur comment fonctionne l'épargne salariale en général, et ensuite ils doivent toujours vous donner des informations sur les fonds qui vous sont proposés, et notamment ce qu'on appelle le document d'information clé, le DIC. C'est un document essentiel qui fait 2 à 3 pages et qui va expliquer comment fonctionne le fonds, dans quoi il investit. Est-ce que c'est des fonds monétaires pas moins risqués? Est-ce que c'est plutôt un fonds avec beaucoup d'actions et du coup qui serait plus risqué? Le niveau de risque est indiqué dans le document d'information clé sur une échelle de 1 à 7. Donc 1 c'est le moins risqué et 7 le plus risqué. Ce document précise aussi la durée de détention recommandée qui idéalement doit matcher avec l'horizon de votre projet. En parallèle de tout ça, il y a des sites qui existent, et notamment celui qui est géré par les organisateurs de la semaine de l'épargne salariale. C'est le site épargne-salariale-france.fr, sur lequel vous retrouverez beaucoup d'informations neutres et pédagogiques pour apprendre à gérer votre épargne salariale. Alors, vous l'avez dit, Pauline, l'épargne salariale représente souvent des sommes importantes. Parfois, c'est même la seule épargne que détient le salarié. Alors, une fois qu'on a opéré, après la réception de son bulletin d'option, le choix des fonds, et jusqu'à la période où on va débloquer son argent, on ne fait plus rien? On ne bouge plus? Non, Laurence, surtout pas. C'est vrai que souvent, on se préoccupe de son épargne salariale au moment où on doit choisir de toucher ou de placer ses primes. Mais en fait, l'épargne salariale, ça vit toute l'année.
D'accord. Donc il faut gérer, il faut se poser des questions tout au long de la vie. Donc c'est-à-dire si je commence à 20 ans à travailler jusqu'à mes 64 ans, mon départ à la retraite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'épargne salariale, elle est bloquée, mais en fait, elle continue à vivre au rythme des marchés financiers, évidemment, et au rythme de vos projets. Il faut absolument vous en servir et l'adapter à vos besoins. Vous pouvez faire des versements volontaires, vous pouvez faire des arbitrages. Il y a vraiment une... C'est un placement comme un autre, en fait. D'accord. Donc arbitrage, ça veut dire quoi arbitrage? Un arbitrage, en fait, c'est tout simple. C'est le fait de déplacer de l'argent qu'on a mis dans un fonds A vers un fonds B. Par exemple, j'ai investi dans un fonds d'actions risqué et j'ai une plus-value potentielle de quelques centaines d'euros. Et en fait, dans quelques mois, je compte bien récupérer mon argent pour réaliser un projet. Bah, du coup, peut-être que je vais faire un arbitrage pour basculer l'argent que j'ai sur ce fonds A vers un fonds moins risqué pour sécuriser la plus-value que j'ai réalisée. Et puis pouvoir faire mon projet, que ce soit dans le cadre d'un déblocage anticipé ou autre chose. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'avantages fiscaux, hein, donc c'est important. Donc c'est fiscalement, si j'ai bien retenu, plus avantageux de placer que d'encaisser son épargne salariale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Pauline? Oui, effectivement. Donc les primes qui viennent de votre employeur et l'abondement aussi, si vous les placez dans votre épargne salariale, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu. Alors que si vous les percevez et si vous êtes imposable, évidemment, elles vont rentrer dedans. Et il faut savoir que les gains qui sont réalisés par vos placements dans l'épargne salariale, eux aussi sont exonérés d'impôt sur le revenu. Il faudra payer les prélèvements sociaux, mais ça fait quand même des économies intéressantes. Et un autre atout de l'épargne salariale, ce sont les frais. On sait que les frais en matière de placement financier grignotent le rendement. Et bien dans l'épargne salariale, une partie d'entre eux sont pris en charge par l'entreprise. Donc beaucoup d'avantages, mais quid si mon entreprise connaît des difficultés? D'un côté, je risque mon emploi, je risque mon épargne. Est-ce que c'est pas dangereux, Pauline? Alors non, Laurence, l'épargne salariale, elle est totalement indépendante de l'entreprise. Il y a juste un bémol, c'est que parfois elle peut prendre la forme d'action de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et effectivement, si cette entreprise est en difficulté, a priori, le cours des actions va baisser et du coup, son épargne salariale, elle est impactée. Et donc si vous êtes dans cette configuration-là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de diversifier votre épargne en n'ayant pas que des actions de l'entreprise, mais en ayant d'autres types d'actions ou d'autres types de placements dans l'épargne salariale ou en dehors. Comme on dit, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Donc c'est quand même très rassurant, mais alors que se passe-t-il quand je quitte l'entreprise? Alors c'est une très bonne question, Laurence. D'abord, si vous bénéficiez d'un abondement, posez-vous la question de faire un versement volontaire. Parce que ça permet de repartir avec le petit coup de pouce. Et ensuite, il y a 3 possibilités. La première, vous conservez votre plan d'épargne salariale. Donc dans ce cas-là, les frais qui étaient pris en charge par l'employeur deviennent à votre charge. Et d'ailleurs, votre employeur doit vous informer sur ces frais pour que vous puissiez prendre une décision. La deuxième option, c'est de transférer votre plan d'épargne salariale vers celui de votre nouvel employeur s'il en propose un. Ça peut être aussi une bonne solution. La troisième solution qui fonctionne pour le plan d'épargne entreprise, c'est de débloquer son épargne salariale parce que le départ de l'entreprise est un cas de déblocage anticipé. D'accord, c'est très clair. Donc grâce à vous maintenant, Pauline, on a compris tout ou presque tout sur l'épargne salariale. Et donc, depuis qu'on est en conversation, on a reçu quelques questions d'internautes. Alors, on va prendre la première de Véronique qui nous dit « Mon employeur a mis en place un PER collectif, donc un plan d'épargne retraite, c'est ça. Je voudrais profiter de l'avantage fiscal pour réduire mes impôts. » On vient d'en parler. Mais alors, Véronique nous dit « Je ne comprends pas trop cette histoire de choix entre avantage à l'entrée ou à la sortie. » Moi non plus, donc Pauline. C'est assez compliqué, effectivement. Le cas des versements volontaires sur le PER, pas le cas des primes. C'est vraiment quand le salarié veut épargner de son propre chef sur le plan d'épargne entreprise. En fait, on peut choisir d'enlever de son revenu imposable les sommes qu'on épargne au moment où on les épargne sur son PER, ou bien de les enlever au moment où on va sortir, on va récupérer l'argent. Donc en fait, il faut se poser
la question de est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de réduire mon impôt et essayer d'anticiper sur son niveau d'imposition une fois à la retraite. C'est pas ce qui est plus simple à faire. Mais typiquement, si vous n'êtes pas imposable, choisir la réduction d'impôt à l'entrée, c'est pas du tout une bonne idée. Autant la reporter à la sortie, à un moment où vous serez peut-être imposable. D'accord, donc un arbitrage, un choix à faire Oui. important. Alors, une autre question de Marcel qui, lui, nous dit « Je vais partir à la retraite. Dois-je débloquer les sommes détenues sur mon PERCO ?» C'est pas du tout une obligation. Vous pouvez tout à fait conserver votre PERCO, donc les frais seront à votre charge, mais vous pourrez continuer à faire fructifier votre épargne retraite. Vous la débloquez une fois que vous en avez besoin. Alors, on a une question un peu compliquée de Sandrine, son père est décédé il y a plus d'une dizaine d'années et qui a toujours pensé qu'il détenait de l'épargne salariale. Elle veut savoir s'il y a une possibilité de vérifier cette information. Oui, tout à fait, Sandrine. La Caisse des dépôts propose un service qui s'appelle Cyclade sur son site internet. Il suffit de remplir un formulaire et en fait, ça va vous permettre de retrouver des comptes qui sont devenus inactifs, donc de savoir si votre papa avait de l'épargne salariale. Parfait. Alors, une autre question de Chloé qui dit « Je suis en train d'acheter ma résidence principale. J'ai demandé à débloquer les fonds de mon plan d'épargne retraite. » Donc, ça, on l'a vu, hein, Pauline, c'est un cas de déblocage anticipé. Oui. Elle a envoyé tous ses justificatifs, mais le gestionnaire ne bouge pas. Alors, elle dit que faire ? Bonne question. Alors, quand on veut débloquer son épargne salariale par anticipation, il y a quelques étapes à respecter. La première, c'est de vérifier que la raison pour laquelle on veut le débloquer est bien un motif de déblocage anticipé. En l'occurrence, l'acquisition de la résidence principale, ça fonctionne pour débloquer son PER. La deuxième chose à vérifier, c'est le délai. Dans lequel, voilà, donc là, exactement. Donc pour la résidence principale, le délai c'est de 6 mois, qui compte soit à partir de la signature du compromis de vente, soit à partir de l'acte d'achat définitif. Donc il faut vérifier si vous êtes bien dans les délais. Vérifier les sommes d'argent qui sont disponibles, parce qu'en fait, si vous selon là pour ce cas-là, c'est un peu particulier parce qu'il peut y avoir 2 dates qui déclenchent l'événement. Et donc, si vous choisissez une date, vous n'allez pouvoir débloquer que les sommes d'argent qui étaient sur le plan avant cette date-là. Donc peut-être que vous avez un souci et que vous aviez fait des versements entre-temps et c'est peut-être là-dessus que ça coince. Dans tous les cas, il faut aussi envoyer tous les justificatifs, mais vous avez l'air de dire que c'est fait. Donc, faites une réclamation auprès de l'établissement financier. S'il ne vous répond pas dans un délai de 2 mois ou si sa réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir le médiateur de l'AMF qui essaiera de résoudre votre litige à l'amiable. Parfait. Très clair. Alors, on a une question de Marie-Hélène qui, elle, dit avoir entendu parler de la loi sur le partage de la valeur. Et elle dit, il paraît que ça change des choses pour l'épargne salariale. Est-ce une bonne nouvelle, Pauline ? Effectivement, Laurence, c'est une bonne nouvelle pour un certain nombre de salariés. En fait, la loi partage de la valeur impose aux petites entreprises de 11 à 49 salariés de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc là, comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est très concret. Ces petites entreprises doivent mettre en place soit de l'intéressement, de la participation, une prime de partage de la valeur ou un abondement sur un plan d'épargne salariale, donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure ensemble. Donc effectivement, normalement, à partir de cette année, alors c'est sur une expérimentation de 5 ans, donc on va voir comment ça fonctionne, mais plus de salariés devraient avoir accès à tous ces dispositifs. D'accord. Alors justement, là, c'est une question de quelqu'un qui n'est pas salarié, puisque c'est Bruno, qui est artisan boulanger, et qui se demande si l'épargne salariale, c'est exclusivement pour les salariés, ou si lui, en tant que TNS, donc travailleur non salarié, peut également en bénéficier. Non, effectivement, le chef d'entreprise, le travailleur non salarié, peut bénéficier de l'épargne salariale, mais il faut que ce soit prévu dans le plan au moment où on le conçoit, en fait. Ok. Alors, on a une question intéressante d'Alexandra, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Elle se demande si la sortie de l'épargne salariale versus retraite doit se faire obligatoirement en rente ou si elle peut malgré tout sortir en capital. Alors, la sortie d'un plan d'épargne retraite se fait soit en rente, soit en capital. Il n'y a pas d'obligation
à l'exception des salariés qui ont un plan d'épargne retraite obligatoire, où là, en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de cotiser dessus. Et pour ces plans-là, la sortie ne se fait qu'en rente. D'accord, donc un point à vérifier éventuellement avec l'organisme gestionnaire. Alors, on a une dernière question de Hélène. Alors, elle est assez technique, sa question. Hein. Elle dit, attention, hein, sur mon dernier bulletin d'options, la gestion pilotée est précochée, enfin, était précochée. Ça veut dire quoi? Et est-ce que je peux la décocher cette année? Voilà, donc moi, je ne comprends pas tout, mais Pauline, vous allez nous expliquer. Alors là, on est dans le cadre du plan d'épargne retraite. Effectivement, quand on en a un, l'option de gestion par défaut, c'est la gestion pilotée. En fait, ça consiste à déléguer à un professionnel le soin d'investir son épargne retraite en fonction de son profil, est-ce que j'aime le risque ou pas trop, et en fonction du temps qui me sépare de la retraite. Donc, plus je suis loin de la retraite, plus le professionnel va pouvoir choisir des placements risqués pour essayer de maximiser le rendement, et plus je vais m'approcher de la retraite, plus le professionnel va désensibiliser, sécuriser mon épargne pour sécuriser les gains qui auront été générés. Donc ça, c'est l'option par défaut, mais vous avez tout à fait la possibilité de la décocher pour choisir vous-même les placements pour votre épargne retraite. D'accord. Donc en gros, c'est soit pilotage automatique, soit gestion libre, et c'est moi qui décide et qui garde la main. D'accord, ça paraît très clair. Et ça nous permet d'arriver à la conclusion de notre live, Pauline. Alors, pour ceux qui voudraient faire le plein d'informations et de conseils sur l'épargne salariale, il ne faut pas hésiter à consulter le site de l'autorité des marchés financiers, amf-france.org, ou le site pédagogique, dont je rappelle l'adresse, épargne-salariale-france.fr. Vous y trouverez de nombreux articles et des guides sur les sujets. Encore un très grand merci, Pauline, pour toutes vos explications. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.